Saviez-vous qu'un des films les plus controversés jamais réalisés est né pendant l'époque la plus sombre de l'histoire? En 1942, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des films de guerre étaient d'un sérieux. Puis le réalisateur Ernst Lubitsch fit quelque chose de choquant. Il fit une comédie sur les nazis, sombre et drôle. Le public ne savait pas s'il devait rire ou être en colère. Certains quittèrent les salles, d'autres riaient jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ce film était si audacieux, si inhabituel, qu'il a presque détruit des carrières entières. Il posait une question extrêmement dangereuse. Pouvez-vous faire rire les gens des pires choses? Aujourd'hui, nous savons que la réponse est oui. Plongeons et découvrons 20 faits étranges et incroyables sur être ou ne pas être. Numéro 20, le timing était tout. Quand Ernst Lubitsch a commencé à tourner ce film en 1941, il n'imaginait pas que le monde éclaterait. Le scénario a été écrit avant que l'Amérique n'entre dans la Seconde Guerre mondiale. Puis Pearl Harbor survint. Les blagues sur les nazis choquèrent des millions. Des soldats mouraient, des familles perdaient leurs proches, et voici ce film plein de rires et de tours et de moments ridicules sur l'ennemi qui tuait des garçons américains. Le studio a failli fermer. Les propriétaires de salles de projection étaient nerveux. Les critiques préparèrent leurs attaques. Ce qui aurait dû sembler être une échappée amusante ressemblait tout à coup à un mauvais goût. Lubitsch croyait tellement profondément en son film qu'il refusait de le changer. La comédie était son arme puissante. Pas une arme pour blesser, mais démontrer que le mal ne pouvait pas nous empêcher de rire. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était du courage. Le numéro 19, à l'époque, Jack Benny avait presque tout perdu. Jack Benny était déjà une très immense vedette avant ce film. Les auditeurs de radio l'aimaient, les gens lui faisaient ses confiances. Il était drôle, charmant et sûr. Puis il accepta de jouer un acteur polonais qui feint d'être un espion allemand. Le rôle exigeait qu'il soit sournois, égoïste et prêt à tromper tout le monde. Certains pensaient que cela ruinerait son image à jamais. Ses conseillers lui dirent de refuser. Les sponsors de la radio craignaient de perdre de l'argent. Mais Benny avait vu quelque chose dans le scénario. Il avait compris que jouer un personnage imparfait le rendrait plus réel, plus humain. Il avait raison. Le film l'avait rendu plus courageux, pas plus faible. Cela montrait au public qu'il pouvait faire plus que les faire sourire. Il pouvait les amener à penser que le choix de prendre un risque avait changé la façon dont les gens le voyaient pour le reste de sa vie. Numéro 18, le fantôme de Carole Lombard. La vedette principale du film était censée être Carole Lombard, l'une des étoiles les plus brillantes d'Hollywood. Elle était belle, drôle et intrépide. Puis, en 1942, avant même le début du tournage, Lombard est morte dans un crash d'avion, la production a été interrompue, le studio a dû trouver rapidement un remplaçant. Ils ont choisi Claudette Colbert, une actrice remarquable, mais le film portait avec lui la mémoire de Lombard. Certaines se demandaient si cette comédie était déplacée, comme rire à des funérailles. D'autres pensaient bien que le film rendait hommage à son esprit. Elle a aimé la comédie, prenait des risques. Lubitsch s'assura que chaque moment drôle et chaque scène courageuse canalisait son énergie. Le film est devenu un hommage à son courage et à son don de faire rire les gens. Ce qui aurait dû être une malédiction est devenu une bénédiction. Le numéro 17, la blague interdite. Il y avait une scène qui aurait presque fait interdire le film. Le personnage de Jack Benny ment à un espion en prétendant être le grand acteur polonais Joseph Tura. L'espion répond « Qu'est-ce qui est si génial chez vous ?» On dirait une simple blague, mais le sens était énorme. Ils se moquèrent de l'idée même de la supériorité nazie. Les nazis croyaient qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. Ce film disait non, vous n'êtes pas. Vous n'êtes que des gens qui racontent des mensonges stupides. Les dirigeants nazis ont interdit le film immédiatement. Ils le détestaient tellement. Ils l'ont rendu illégal en Allemagne, mais c'était ce que Lubitsch voulait. Il n'essayait pas de gagner un concours de popularité. Il utilisait le rire comme rébellion. Ce n'était pas juste du divertissement. C'était la résistance 16. Le bureau était une vraie histoire. La Varsovie qui apparaît dans le film a été construite dans les studios hollywoodiens. Chaque coin de rue, chaque porte, chaque ombre était conçu pour paraître réel. Mais voici ce qui est étrange,
Alors que les acteurs jouaient des Polonais sous l'occupation nazie, de vrais Polonais vivant dans l'Europe de l'Est vivaient l'horreur réelle. L'insurrection de Varsovie n'avait pas encore eu lieu. Le film est sorti alors que les gens étaient encore piégés, souffraient encore. Certains historiens pensent que Lubitsch jouait avec le feu, faisant une comédie sur la douleur réelle des gens. D'autres disent qu'il disait la seule vérité possible alors, que le rire n'efface pas la souffrance, mais nous rappelle que nous sommes humains. Les décors peints de Varsovie sur un plateau hollywoodien devinrent un miroir de la réalité. Ce qui était faux à l'écran honorait quelque chose de vraiment réel dans le monde. Numéro 15, la véritable peur de l'espion. Robert Stack a tenu le rôle d'un espion nazi qui espionne le groupe de théâtre. Il était un jeune acteur qui cherchait et sache à faire ses preuves. En tournant ce film, il a fallu qu'il devienne quelque chose de laid, suspicieux, cruel, suspicieux. À chaque scène, il devait faire semblant d'aimer le pouvoir et de se croire profondément supérieur. Après des jours sur le plateau, Stack rentrait chez lui, malade non pas à cause du jeu, mais par le temps passé dans un esprit tordu et épuisé. D'autres acteurs remarquaient qu'il souriait bien peu entre les prises. Il portait le poids de ce rôle. Ce n'était pas qu'un bon jeu d'acteur, c'était une véritable noirceur. Pourtant, cette obscurité rendait la comédie plus lumineuse. Quand la troupe de théâtre l'a finalement trompé, les spectateurs présents acclamèrent. Non seulement parce que c'était drôle, mais parce que Stack avait rendu le mal si réel que le vaincre était satisfaisant. Sa douleur a créé la puissance du film. Le numéro 14, le public invisible. Lorsque le film fut projeté pour la première fois dans les salles, de nombreux spectateurs restaient dans un silence total. Pas un silence en colère, mais un silence perplexe. Ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de rire. Rire des nazis semblait déplacé, mais peu à peu une personne se mit à rire, puis une autre, puis tout le théâtre éclata après que ce premier rire eut brisé le silence. Tout changea. On avait l'impression que les gens avaient besoin d'une autorisation. Une fois qu'ils s'étaient donné cette autorisation, ils rirent plus fort que n'importe quelle comédie. Le réalisateur a compris cela. Il a conçu le film en sachant que le public aurait du mal avec ses sentiments. Il leur faisait confiance pour trouver le rire dans leur confusion. Cela demandait du courage, croire qu'un public intelligent peut comprendre une blague aussi compliquée. Voilà le vrai pouvoir de ce film. Cela ne les a pas seulement fait rire, cela leur a aussi donné le courage d'oser rire. Le numéro 13, la profonde connexion avec Shakespeare. Le titre provient d'une ligne célèbre qui figure dans Hamlet, « Être ou ne pas être ». Shakespeare a écrit ces mots sur la vie, la mort et la survie humaine. Quand Lubitsch les a employés, il disait quelque chose de discret mais vraiment puissant. Ce film parle de quelque chose de plus que la guerre ou la comédie. Il s'agit de savoir si nous continuons à vivre, à rire et à rester humains quand le monde veut nous faire taire. Le groupe de théâtre du film interprète Shakespeare. Ils parlent en poésie pendant que les bombes tombent. Ils racontent des histoires quand le danger les entoure. Ce n'était pas du hasard, vraiment. Lubitsch disait que l'art, le véritable art, l'art de Shakespeare, survit face aux tyrans. Les gouvernements peuvent tomber, les guerres peuvent finir, mais si nous continuons toujours à raconter des histoires, nous gagnons. C'est pourquoi le film ressemble à une lettre d'amour au théâtre, au drame et à la créativité humaine. C'est pourquoi, bien sûr, nous jouons sur scène. C'est pourquoi les histoires comptent. Shakespeare le savait assurément, Lubitsch le savait aussi manifestement. Ce n'était pas vraiment malin, c'était sacré, vraiment. Le numéro 12, secret du costumier. Les costumes du film avaient été conçus pour être presque trop parfaits, véritablement. Les uniformes nazis étaient nets et impressionnants, vraiment. Ce n'était pas un hasard du tout. Le costumier voulait que le public comprenne que quelque chose de mal peut sembler beau à l'extérieur et troublant. Le pouvoir peut être séduisant, c'est ce qui le rend dangereux en rendant l'uniforme si impressionnant. Le film montre comment les gens tombent sous le charme du fascisme. Ils ne sont pas séduits par la laideur, ils sont séduits par la force, l'ordre et une vraie fierté. Le groupe de théâtre porte des vêtements ordinaires, plus doux, plus tristes, plus ridés, mais ce sont les véritables héros. Le film affirme clairement qu'il ne faut pas se laisser tromper par des uniformes somptueux et des drapeaux ostentatoires. La vraie force vient de l'intérieur, du profond, de chacun de nous. Il a fallu du vrai courage pour rendre le mal beau, car cela force le public à voir la vérité.
Nous sommes tous susceptibles d'être séduits par le pouvoir. Cette leçon se cachait dans chaque couture. Numéro 11, la fin aurait presque été différente dans le scénario original. Le film s'est terminé différemment. Les personnages ne se sont pas échappés. Ils se sont fait prendre. Le studio voulait le changer, le public sera déprimé. Les producteurs ont argumenté, ils partiront fâchés, n'entament sans rire, mais Lubitsch les a combattus. Il a réécrit la fin. La fin qu'il a écrite est l'un des moments les plus brillants du cinéma. La troupe atteint la liberté, mais le dernier plan demeure ambigu. Nous ne savons pas encore s'ils vont y arriver. C'est drôle, plein d'espoir et incertain à la fois, tout à fait. Lubitsch a compris quelque chose que le studio n'avait pas compris. Une fin heureuse qui paraît trop facile est ennuyeuse, mais une fin qui pousse le public à réfléchir et ressentir profondément, qui s'enracine dans leur cœur, pas dans leur esprit, et qui leur reste à jamais. Ça ne donnait pas au studio ce qu'ils voulaient, ça donnait aux spectateurs ce dont ils avaient au besoin. Numéro 10, les vrais espions dans la salle. Certains historiens du cinéma pensent que, pendant que ce film prenait forme, des agents du FBI sont venus sur le plateau. Ils n'étaient pas là pour arrêter le tournage, ils étaient là pour l'observer. L'Amérique était en guerre, un film sur les espions, sur l'infiltration nazie, sur la guerre. Ce n'était pas seulement du divertissement, c'était une préoccupation sécuritaire. Certains récits rapportent que des agents se trouvaient à l'arrière de la salle pendant les projections de tests et prenaient des notes. Ils voulaient savoir si le film aiderait l'effort de guerre américain ou le nuirait. Ils voulaient savoir si la comédie était trop dangereuse. Personne n'a jamais confirmé cela officiellement, mais la possibilité que de véritables espions aient regardé un film d'espionnage fictif pendant qu'une vraie guerre se déroulait dehors donne l'impression d'une histoire que seule la vie pourrait écrire. Si c'est vrai, cela veut dire que ce film était assez important pour être vu. Ce n'est pas seulement un fait, c'est un compliment vraiment très sincère. Numéro 9, Hamlet et Macbeth ont été réels dans le film. Le groupe théâtral du film interprète très bien Shakespeare. Ils sont censés être des acteurs pros qui montent des spectacles. Donc les scènes de Shakespeare devaient être réelles, pas ridicules, pas clairement fausses, mais vraiment bonnes. Cela signifiait qu'ils avaient engagé de vrais acteurs shakespeariens, des gens formés pendant des années, ayant joué sur scène, connaissant l'art du métier. Les voir côte à côte avec des comiques était saisissant et beau. Quand le remplaçant de Jack Benny et Carole Lombard devait parler Shakespeare, cela ancrait tout le film. On disait que ce sont de vrais artistes, ils ne sont pas des clowns, ce sont des gens qui ont du talent, de la profondeur et quelque chose à dire. La comédie est devenue plus puissante car elle était jouée par des gens qui comprennent le théâtre. Les blagues ont frappé fort car nous croyions en l'humanité du personnage. C'est une étrange leçon d'une comédie. Peut-être que les moments vraiment les plus drôles surviennent lorsque vous faites appel à de vrais professionnels plutôt qu'à de simples comiques. Numéro 8, la blague la plus longue de toute l'histoire du cinéma. Il y a une scène où le personnage de Jack Benny se tient devant un miroir et s'entraîne à dire Hitler encore et encore, de multiples façons et avec diverses expressions. Cela dure ce qui semble être une éternité. C'est si long que le public commence à oublier ce qui est drôle là-dedans. Puis vous réalisez que c'est là la blague. L'absurdité de la répétition devient l'humour. Le salut hitlérien célèbre et la salutation de Hitler perdent tout leur sens, car ils sont répétés trop souvent. Le fascisme, la scène suggère, s'effondre lorsque vous l'examinez de trop près. Quand on répète ces mantras sans fin et sans cesse, ils sonnent vraiment creux. Cette scène a duré presque 2 longues minutes, c'était incroyablement long pour une comédie en 1942. D'autres réalisateurs ont dit que Lubitsch était fou, mais il comprenait profondément comment fonctionne l'humour. Parfois la blague la plus longue est vraiment la plus vraie. Parfois il faut laisser le public dans cet inconfort avant qu'il comprenne pourquoi c'est drôle. Ce n'était pas de la paresse, c'était vraiment du génie. Numéro 7, les acteurs se détestaient et on le voyait dans les coulisses. Certains acteurs ne s'entendaient pas. La tension était extrêmement forte. Les égos s'entrechoquaient, mais Lubitsch réalisa quelque chose. Cette tension rendait la comédie plus percutante. Quand les personnages avaient un véritable conflit sous leur humour, les blagues semblaient plus acérées. Quand les acteurs n'étaient pas à l'aise entre eux, leur malaise se mêlait bien à la comédie. Ils n'essayaient pas de réparer les rapports qu'il utilisait. Les réalisateurs pourraient qualifier cela de toxique et le couper.
Mais Lubitsch était un réalisateur d'antan qui savait que l'art n'est pas toujours confortable. Parfois, les performances surviennent lorsque les acteurs sont poussés, mis au défi, peut-être même un peu en colère. L'énergie du film vient en partie de ces conflits réels. Ce qui semblait parfait à l'écran était construit sur un vrai désaccord. Ce n'est pas une belle histoire d'harmonie. C'est le véritable chaos de la création artistique. Numéro 6, la revanche du critique. À sa sortie, le New York Times lui a donné une critique terrible. Le critique dit que c'était irrespectueux envers ceux qui souffrent pendant la guerre. Il a dit que Lubitsch devrait avoir honte. La critique était si sévère qu'elle aurait pu mettre fin à la carrière du film avant même qu'il commence. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. D'autres critiques ont lu cette critique et ont contesté bruyamment. Ils ont défendu le film. Ils ont dit que Lubitsch était un génie. Ils ont dit que le critique avait tort. L'argument sur le film devint plus grand que lui-même. Les gens voulaient le voir pour se faire leur opinion. La critique négative devint la meilleure publicité que le film aurait pu obtenir. Parfois, la pire chose qui puisse arriver à un artiste. C'est vraiment la meilleure chose. Ce n'était pas du tout le plan de lui. C'était juste ce que la vie a décidé de faire. 5. Les scènes perdues, vraiment. Il y avait des scènes tournées pour ce film qui n'ont jamais été montées au cinéma. Elles sont perdues maintenant, peut-être détruites depuis des décennies. Aucune copie n'existe, mais d'anciens membres de l'équipe s'en souviennent encore. Il parlait de moments trop sombres, trop politiques, trop agressifs, même pour un film sur l'infiltration nazie. Une histoire dit qu'il y avait une scène où la troupe de théâtre se moquait des discours d'Hitler au point que le studio ordonna de couper. On ignore si ces scènes ont existé ou si ce ne sont que légendes d'Hollywood, nul ne sait plus. Mais il est possible que des scènes aient été encore plus audacieuses que ce que l'on voit. Cette idée hante sans relâche le film. Cela suggère très clairement qu'il existe bien une version de ce film qui était encore plus audacieuse et encore plus dangereuse. Ce que nous avons est brillant, mais ce que nous n'avons pas pourrait avoir été révolutionnaire. Parfois l'art le plus puissant est l'art même. Nous ne verrons jamais, hélas. Numéro 4, le film qui n'a rien changé et tout à fait. Après la fin de la guerre, ce film n'a pas été diffusé beaucoup dans les salles. Pendant des années, il était resté oublié. Puis, des décennies plus tard, les critiques l'ont redécouvert. Ils ont réalisé que c'était vraiment l'un des films les plus importants jamais faits. Mais voici la partie étrange, faire et sortir le film n'ont pas arrêté la guerre, ça n'a pas sauvé de vie, ça n'a pas vaincu Hitler. En termes d'impact pratique, d'Atlas, cela n'a vraiment rien fait. Mais en termes d'impact artistique, tout a été changé. Ça prouve qu'on peut faire de l'art sérieux sur des sujets graves tout en faisant rire. Cela a montré que la comédie pouvait être un outil de résistance. Ce film a inspiré des cinéastes pour des générations. Le film n'a accompli ni rien ni tout en même temps. Tel est le pouvoir singulier de l'art. Il ne change pas toujours le monde de demain, mais il transforme le monde qui est en nous, et ce changement se répand lentement. Puis tout d'un coup, numéro 3, le dramaturge derrière la caméra. Ernst Lubitsch n'était pas seulement un réalisateur, il était un penseur, un philosophe, un homme qui croyait au pouvoir de la créativité humaine. Avant de faire des films, il travaillait au théâtre. Il comprenait que le théâtre et le cinéma diffèrent, mais ils viennent de la même source, le désir humain de raconter des histoires. En dirigeant ce film, il pensait comme un metteur en scène de théâtre. Il privilégiait les jeux d'acteurs plus que les effets spéciaux. Il privilégiait les mots au spectacle. Il prenait des décisions qu'un cinéaste pur ne prendrait peut-être même pas. Cela donnait au film son étrange pouvoir. On a l'impression d'une pièce filmée, extrêmement intime, centrée sur les personnages, dépendante de l'humanité de l'acteur. Dans un monde où les grands moments de cinéma dominent, Lubitsch disait que les plus petits moments comptent vraiment le plus. Un regard, une pause, un seul mot peuvent être bien plus puissants que les explosions. Cette philosophie provenait de quelqu'un qui a vécu sa vie dans l'art. Ce n'était pas seulement un métier, c'était un appel. Numéro 2, l'actrice qui a sauvé le film. Quand Carole Lombard est morte, la production a été confrontée à une crise. Trouver un remplaçant était plus qu'un simple casting. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui comprenait ce que Lubitsch essayait de faire. Claudette Colbert non seulement a compris, mais elle a aussi élevé le projet. La chimie entre elle et Jack Benny était parfaite. Son rythme comique était parfait.
Sa capacité à mêler humour et humanité fit le film. Certains pensaient que si le casting n'avait pas changé, le film serait différent. Colbert apporta quelque chose que Lombard n'aurait peut-être pas eu. Ce n'est pas dire du mal de Lombard. Cela dit que parfois la tragédie ouvre vraiment des portes. Parfois la pire chose mène à quelque chose d'inattendu et de beau. La performance de Colbert est devenue l'une des contributions méconnues au cinéma. Elle n'était pas le premier choix, mais elle aurait été ce dont le film avait besoin. C'est ainsi que l'art fonctionne parfois, non par la planification, mais par la grâce. Tout d'abord, la question qui, au cœur même des choses, n'a jamais reçu de réponse. Ce film en propose une. Est-il jamais vraiment acceptable de rire du mal? Le film ne répond jamais directement, tout à fait à la question. Ainsi, il laisse au public le soin d'y répondre lui-même. Certaines personnes qui l'ont vu en 1942 ont décidé qu'il était mal de rire. D'autres ont jugé nécessaire. Plus de 80 ans plus tard, les gens en débattent encore. C'est le signe d'un très grand art. Cela ne met pas fin à la conversation. Cela l'ouvre. Cela ne vous dit pas quoi penser. Cela vous met au défi. Pensez vraiment. Lubitsch savait bien cela. Il a fait un film qui était délibérément déroutant, délibérément compliqué, délibérément conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Il ne l'a pas fait pour être difficile. Il l'a fait parce qu'il croyait que les conversations inconfortables sont les plus importantes. Ce n'était pas seulement du cinéma, c'était une foi dans les êtres humains, une conviction qu'ils étaient assez intelligents, assez courageux et assez bons pour affronter des questions difficiles. Voilà pourquoi ce film compte encore, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est vrai. Fait intéressant, les rushs perdus dans l'entrepôt hollywoodien d'un ancien dépôt de stockage. Des boîtes de pellicules datant de 1942 ont été découvertes des années plus tard. Parmi elles se trouvaient des milliers de pieds de séquences non utilisées tirées du film To Be or Not To Be. Les rushs. Les scènes brutes et non montées montrent des acteurs essayant en différentes versions de répliques, différentes intonations et différents moments. Voir les acteurs travailler, tester, échouer, réussir. Le vrai processus du tournage, des moments de rire entreprise, des moments d'épuisement, des instants où l'on voit les artistes chercher la vérité. Sous l'humour, ces rushs n'étaient jamais destinés à être vus. Conversation privée entre l'acteur et le réalisateur, mais ils ont survécu. Et lorsque les historiens du cinéma ont enfin eu l'occasion de les voir, ils ont compris quelque chose de nouveau. Lubitsch et ses acteurs travaillaient au plus dur que quiconque n'imaginait. Ils cherchaient, essayaient, échouaient, puis recommençaient. Le film finissait, brillant, mais le chemin pour y parvenir était une vraie masterclass sur la façon dont l'art se fait réellement. De vieux outils, une nouvelle magie, être ou ne pas être nous a appris quelque chose que nous devons encore nous rappeler dans les temps sombres. La créativité compte, le rire compte, le théâtre compte, ceux qui font l'art comptent. Ce film n'a pas été réalisé par des soldats ou des politiciens. Il a été fait par des artistes qui croient garante que l'esprit humain ne se brise pas sous la pression. Il crée, il fait des plaisanteries, il narre des histoires, il interprète Shakespeare pendant que le monde entier brûle. Ce n'est pas de l'évasion, c'est la survie, c'est la résistance. Chaque acteur, chaque membre de l'équipe, chaque personne qui croyait en ce film disait tous ensemble, nous ne laisserons pas la peur gagner, nous ne laisserons pas le mal faire taire notre créativité, nous continuerons à créer de l'art. Et par cet art, nous nous rappellerons les uns aux autres que nous restons humains, tous ensemble. Si vous avez aimé ces récits, abonnez-vous pour en avoir encore plus, pour tous. Chaque film cache une vérité, et nous continuerons à les révéler histoire après histoire. C'est l'imagination, c'est le courage de raconter des histoires et la sagesse de rire lorsque le rire est le geste le plus brave que nous puissions faire.